Bonjour les sixièmes, aujourd'hui nous allons travailler sur l'organisation des sociétés durant l'époque de l'Orient ancien, aussi bien dans le royaume de Pharaon en Égypte qu'en Phénicie ou dans les différents royaumes mésopotamiens, que ce soit des cités-États ou des royaumes plus importants. Alors globalement, en histoire géo, quand on veut représenter une société, on a une méthode qui est relativement simple, c'est celle de représenter une forme de pyramide. Pourquoi ? Parce que ça permet de comprendre qu'au sommet, il y a peu de personnes qui ont beaucoup de pouvoir, et à la base, il y a beaucoup de personnes, mais qui ont peu de pouvoir. Ça va nous permettre de mettre en place ce qu'on appellera tout bêtement une hiérarchie. Et donc ce système pyramidal va nous permettre de comprendre des choses, et ça fonctionne d'autant mieux que nous allons parler, entre autres, de l'Égypte antique. Alors si je dois regarder ce système-là, on va pouvoir le représenter comme ceci, avec une société qui s'organise avec 8 catégories principales. Nous, on va essayer de trouver les différentes catégories qui favorisent finalement cette société. Au sommet, c'est-à-dire là où il y a peu de personnes mais beaucoup de pouvoir, on aura une personne unique. C'est normal, c'est le personnage le plus important de la société. On l'a vu, initialement ils sont devenus chefs parce qu'ils étaient les plus riches, les plus puissants, les plus forts, les plus intelligents, les plus manipulateurs, ceux qui parlent aux dieux ou ceux qui sont capables de soigner ou tuer les autres. C'est ceux qui sont devenus les chefs, puis par la suite les rois. Donc tout simplement, ces rois, qu'on appellera pharaons en Égypte, sont des personnages très importants. En théorie, de père en fils, on devient roi ou pharaon. Et on va pouvoir diriger l'intégralité d'une société. Donc, au sommet, ici, le roi ou le pharaon. Je vous rappelle, si on a une majuscule, c'est ça remplace son prénom. Ce personnage est très influent. Dans tout son état, c'est lui qui dirige. Il a tous les pouvoirs. On a vu, pouvoir politique, il dirige, pouvoir militaire, c'est lui qui dirige les campagnes, et pouvoir, tout simplement, de parler aux dieux, donc il a le pouvoir religieux. Son pouvoir est donc absolu, quoi qu'il arrive. Simplement, il ne peut pas être partout en même temps, donc il a besoin de se reposer sur un certain nombre de personnes. Pour l'aider, ce roi, il va y avoir en deux la famille royale, le vizir, donc le principal ministre, et les grands prêtres. Beaucoup de ces personnes appartiennent à une certaine élite, à une aristocratie. Beaucoup sont membres de la famille royale, puisque les familles royales sont plutôt étendues. Les rois et les pharaons possèdent des harems, donc automatiquement, il y a un nombre incalculable de personnes qui vivent autour de lui. Notamment la grande épouse royale, donc l'épouse de pharaon, ou les reines, et les autres épouses qui vont donner énormément de princes héritiers avec des luttes de pouvoir. Et pour calmer un petit peu le jeu, on va donner des fonctions à ces différents personnages pour diriger des armées, donc des officiers, pour diriger certaines régions, comme les nomes, comme on les appelle en Égypte, et tout un tas de fonctions plus ou moins précises, mais qui leur permettent finalement de ne pas se rebeller contre Pharaon. En dessous de cette population, vous allez avoir une catégorie qui est très importante, c'est celle des prêtres. Les prêtres ont en théorie la charge de parler aux dieux, d'être le lien entre les dieux et les hommes. Je vous rappelle qu'on est polythéiste dans ces sociétés-là. Et ils ont donc un rôle très influent, aussi bien dans les temples que dans les sanctuaires, qui sont véritablement des villes de prêtres et des villes de temples. Ils ont un pouvoir énorme, ils possèdent des terres, ce serait considéré comme de grands nobles de nos jours pour les prêtres les plus importants. Ils sont très nombreux, il y a des hommes, il y a des femmes, principalement des hommes malgré tout, mais ils ont un rôle essentiel à jouer au sein de la société égyptienne, mésopotamienne ou phénicienne. Donc en 3, nous allons avoir donc les différents prêtres. Pour ce qui est de la case 4, vous voyez bien qu'elle est reliée à la case 6, puisque finalement, on va avoir une catégorie qui aura plus ou moins d'importance en fonction de son rôle. C'est ce qu'on va appeler les fonctionnaires, ceux qui aident le roi à faire fonctionner son domaine ou à l'administrer. Ce sont eux qui représentent le roi dans les différentes régions, dans les villages, dans les différentes activités, notamment la collecte des impôts, par exemple. On va avoir d'un côté en 4 les hauts fonctionnaires qui prennent les décisions, qui parlent au nom du roi, qui sont ses représentants. De nos jours, on pourrait appeler ça des gouverneurs ou des mandataires, des choses comme ça. Si je me base en bas de la société des fonctionnaires, il y a tout simplement ceux qui ont un rôle essentiel, c'est de noter les informations, d'écrire les lois, de compiler finalement tout ce qui sera dit par le roi, tout ce qu'il possède,
toutes les grandes règles, les guerres, les paix, etc. Ce sont des hommes, parce que là par contre ce sont uniquement des hommes, qui, même s'ils n'ont qu'une seule fonction, ça leur donne un certain prestige dans la société, ce sont les scribes. Donc en 6, vous avez ces scribes qui apprennent toute leur vie à écrire, à représenter les choses. On y reviendra plus tard dans le chapitre pour voir à quoi sert l'écriture et comment elle s'est mise en place, comment elle s'est développée, comment elle s'est transformée par la suite. Entre les deux, il y a un rôle essentiel. Il y a ceux qui dirigent les régions, puis il y a ceux qui transmettent les informations, mais souvent ces informations elles sont transmises à ceux qui vont se battre et surtout qui doivent défendre le royaume. Donc nous aurons ici tous les guerriers ou les soldats, les deux termes sont acceptables, qui sont à la base souvent des paysans, qui ont pris un rôle plus important et qui sont devenus des soutiens pour le pharaon ou pour le roi pour défendre son empire et étendre les frontières, bien entendu. Au-delà, vous avez l'essentiel de la population en numéro 7. Vous avez les habitants des villes, qui sont souvent des artisans, c'est-à-dire qu'ils fabriquent les choses dont on a besoin, de la poterie, du tissage et toutes les activités qui vont entre les deux. Et vous avez bien entendu à la campagne l'écrasante majorité de la population, les paysans, qui ont pour rôle de faire la nourriture en élevage, en agriculture, pour nourrir l'ensemble de la population. Ces paysans, ils payent beaucoup d'impôts, et une grande partie de ces impôts, ils doivent le payer en travaillant. Ça explique pourquoi pendant très très longtemps, il y a eu cette image que notamment en Égypte, il y avait des esclaves, alors qu'en fait c'était tout simplement les paysans qui payaient une partie de leurs taxes en nettoyant les canaux d'irrigation, en entretenant les routes, en construisant les pyramides notamment. Ils forment l'essentiel de la population et ils peuvent évoluer dans d'autres catégories en cas de besoin. C'est eux qui font finalement la richesse du territoire, puisque c'est eux qui lui permettent à la fois de vivre et d'échanger avec d'autres territoires par le commerce. En sachant qu'en Orient, on commerce très très loin. Déjà, les 3 régions, Phénicie, Mésopotamie, Égypte entre elles, mais aussi pour les Égyptiens avec les territoires du sud, l'actuel Soudan, ou avec la Crète, donc dans la Grèce actuelle. Donc véritablement, ils ont un rôle. Tout en bas de la société, on a ceux qui ont aucun droit, qui n'ont aucun droit, qui appartiennent à quelqu'un qui ne possède même pas leur propre vie. Ce sont les esclaves. Ces esclaves, ils sont plus ou moins nombreux. Et on va préciser qu'initialement, il n'y en a pas en Égypte. Ces esclaves, soit ils ont été condamnés à cause d'un crime à être esclaves, et parfois ça sera sur un temps déterminé ou toute leur vie. Dans de rares cas, ça peut même se transmettre à la génération suivante. On peut être aussi esclave parce qu'on a été capturé lors d'une guerre, on prend les gardes, on prend les soldats, et on en fait des esclaves pour les faire travailler généralement dans les mines. Par contre, en Égypte, ce n'est pas un système qui est très très développé. Je vous ai dit, on a souvent mélangé avec cette forme de servitude, donc de travail obligatoire des paysans. Par contre, en Mésopotamie et en Phénicie, oui, on a des esclaves, qui sont des populations voisines, c'est-à-dire que pour la plupart, elles sont d'origine sémitique. Donc là aussi, on y reviendra quand on fera le monde grec ou le monde romain, il faut casser finalement un petit peu une image. L'essentiel des esclaves sont blancs, durant l'Antiquité et une grande partie du Moyen-Âge. Ces populations, on peut les faire travailler dans les champs aussi, on peut les donner au temple pour qu'ils travaillent pour le temple, on peut aussi les envoyer, je vous ai dit, dans les mines ou pour faire des travaux extrêmement pénibles, difficiles, où l'espérance de vie est relativement courte. Maintenant qu'on a vu l'intégralité de la population au sein de la société, on va pouvoir travailler sur le pouvoir que certains ont. Ce pouvoir, il va être variable. On l'a vu tout à l'heure, le pouvoir, il peut être politique, militaire ou religieux. Donc pour ça, on va prendre nos crayons de couleur et on va pouvoir faire une légende. Cette légende, on va la travailler sous votre document. Normalement, vous avez un petit peu de place. Donc j'attrape moi aussi mes crayons de couleur. Et je vais pouvoir représenter mes différents éléments. Alors, pour l'instant, je vous montre juste la légende que vous avez conçue en dessous. Donc j'efface ce qui est pour l'instant derrière moi. Donc vous, sous une seule et unique bande, vous allez pouvoir me représenter les 3 formes de pouvoir. Donc généralement, on fait ce qu'on appelle une plage de couleurs.
Bien entendu, vous prenez vos crayons de couleur, pas de feutre, pas de surligneur. Et on va indiquer donc nos trois pouvoirs. D'un côté, le pouvoir politique. Ensuite, le pouvoir militaire. Et pour finir, le pouvoir religieux. Et une fois qu'on aura fait ça, bien entendu, on va pouvoir le représenter directement sur notre schéma. Je vous laisse le temps de le faire. Vous pouvez très bien les mettre à la suite les uns des autres sans aucun problème. Vous pouvez mettre l'image en pause pour pouvoir le représenter correctement. Donc, pouvoir politique, pouvoir militaire, pouvoir religieux. Et je vais pouvoir effacer ma légende, puisque dans tous les cas, maintenant vous l'avez noté, et je vais vous représenter à nouveau le schéma. Alors, moi, c'est encore visible ici. En bas de la société, les esclaves n'ont absolument aucun pouvoir, puisqu'ils n'ont même pas le contrôle de leur propre vie. Les paysans, pas de pouvoir non plus. Les scribes et les hauts fonctionnaires, eux, vont avoir un pouvoir politique, puisqu'ils représentent Pharaon dans ses territoires. Donc ces deux cases-là, on va pouvoir, moi je vous fais des hachures, hein, tout simplement, je ne peux pas colorier avec mon document, et mon support surtout. Donc tout ça, vous allez me le faire en rouge. À l'intérieur, les guerriers. Les guerriers, bien entendu, ils ont un rôle militaire. Donc cette case numéro 5, vous allez me la colorier en vert. Les prêtres, comme ils parlent aux dieux, bien entendu, pouvoir religieux. Je fais ma case en bleu et je colorie proprement. Bien entendu, vous appuyez pas trop fort, on voit encore les numéros, comme toujours. La case problématique. La case numéro 2, celle de la famille royale, des grands prêtres, du vizir, etc. Cette population, tout simplement, elle peut avoir soit, si son grand prêtre, un rôle religieux. Donc je vais faire simplement, et vous aussi, 3 petites hachures bleues. Ensuite, on a dit qu'on pouvait avoir le vizir, donc entre guillemets le Premier ministre. Il a un rôle politique, donc pareil, 3 petites bandes rouges. Et enfin, les généraux, eux, ils ont un pouvoir militaire, donc 3 petites bandes vertes. Ça veut bien dire, si j'ai fait des petites bandes, qu'ils ne peuvent posséder qu'un seul pouvoir à la fois. Alors que du côté de Pharaon, il a à la fois le pouvoir politique, le pouvoir religieux, le pouvoir militaire, on l'a vu, son pouvoir est absolu. Donc je vais tout simplement faire comme un drapeau tricolore, un petit peu des 3 couleurs, et je colorie, ce qui me permet de bien comprendre que Pharaon, et uniquement Pharaon, possède les 3 pouvoirs. Il a donc un pouvoir totalement absolu. Cette société, elle est organisée. Elle fonctionne relativement bien. C'est très hiérarchisé. On peut changer de catégorie dans certains cas. Notamment, des esclaves peuvent être libérés pour devenir à leur tour paysans ou artisans. Certains membres de la famille royale peuvent changer de fonction en fonction de la volonté de Pharaon. Mais finalement, ce système fonctionne parfaitement dans nos 3 sociétés. La seule différence, on vient de le voir, les esclaves, il n'y en a pas en Égypte jusqu'à l'arrivée des Grecs. Par la suite, bien entendu, il y en aura. Vous avez compris maintenant comment s'organise la société égyptienne, phénicienne ou mésopotamienne. Nous allons pouvoir continuer en parlant cette fois-ci de la religion de ces différents peuples, une religion qui se veut polythéiste. Je vous remercie de votre attention, je vous laisse travailler proprement, vous ne collez pas la feuille pour l'instant, puisque je vérifierai ça en cours la prochaine fois. Bonne journée à tous, bon courage et bon week-end. Au revoir.